Je vous propose que nous commencions selon nos bonnes habitudes à l'heure pour ce deuxième temps de notre parcours sur géopolitique de l'Europe. La dernière fois, vous vous souvenez, on avait regardé les étapes de l'élargissement de l'Europe et nous nous étions arrêtés. Alors, les caractères ne sont pas très gros, je m'en excuse pour les personnes qui sont au fond de l'amphi. C'est l'étape très importante qui s'est déroulée à partir de 2004 et qui concerne donc les pays d'Europe de l'Est, donc pays qui avaient demandé après la dislocation de l'ex-URSS à rejoindre l'Union européenne. Et donc ces pays qui sont la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, l'Estonie, la Lettonie. Alors là, c'est les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Et puis deux autres pays, îles de la Méditerranée, qui ont pris le train à ce moment-là, ou plutôt le bateau, Malte et Chypre. Et des pays qui ont rejoint un peu plus tard la Roumanie et la Bulgarie, et enfin la Croatie. Donc vous voyez, c'est une augmentation qui est considérable, puisque donc on a atteint un total de 28 États, alors que l'Europe du départ, c'était une petite Europe à 6 États. Vous voyez que l'élargissement s'est déroulé donc depuis le traité de Rome jusqu'à cette date, la dernière en date, donc 2013, quand la Croatie a rejoint l'Europe, eh bien une expansion considérable. Un pays qui à un moment avait été tenté, qui avait même songé à déposer sa candidature, l'Islande, et puis finalement qui a retiré sa candidature. Qu'est-ce qu'on peut dire au vu, je vous avais montré à plusieurs reprises des cartes, eh bien c'est que l'Union européenne, elle recouvre la majeure partie du continent européen. C'est pas uniquement la partie occidentale de l'Europe, c'est un vaste ensemble avec des histoires, des cultures très, très diverses, également une pluralité de langues. Si vous avez eu l'occasion d'assister à des séances au Parlement européen à Strasbourg ou à des séances à Bruxelles, vous avez été peut-être frappé du nombre de personnes. Alors maintenant, c'est amélioré avec l'intelligence artificielle pour avoir la traduction simultanée, mais il y avait encore quelques années, c'était étonnant de voir cette tour de Babel, finalement, qui se comprenait bien du fait de la présence de ces multiples traducteurs qui jonglaient, qui du tchèque en passant par l'estonien, puis le français, l'anglais, etc. Bon, alors avec bien sûr des histoires qui sont très dissemblables, et la question évidemment à laquelle on arrive, qui va faire notre question d'aujourd'hui, ce très vaste élargissement de l'Union européenne, est-ce que réellement ça débouche sur une vraie intégration au sein de cette union ou pas? C'est ça la question. C'est pas tout que des territoires s'assemblent géographiquement. Il faut se poser la question, est-ce que ces pays, ces ensembles parviennent à s'intégrer dans une politique globale d'ensemble ou dans des politiques sectorielles? Est-ce qu'on a un ensemble qui accède à une cohérence ou pas? C'est ça la question majeure d'aujourd'hui, et je dirais c'est la question qui prévaut. Sinon, c'est pas la peine de parler d'union ou d'Union européenne. Alors quand on lit des commentaires, et vous le faites, je suppose, un peu quotidiennement comme moi, dans vos journaux préférés, alors chacun a ses préférences, bien sûr, quand vous écoutez vos chaînes de radio ou vous regardez vos chaînes préférées à la télévision, il est clair que la manière de parler de l'Union européenne, vous le voyez bien, elle n'est pas l'objet d'un consensus ou de propos unanimes. Et il y a des propos, d'ailleurs généralement, plus ils sont brefs,
plus ils sont marqués par une certaine désobligeance par rapport à notre union, incapable de s'entendre, surtout à 27, etc. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, mais voilà la réalité médiatique que l'on entend de manière majoritaire. Alors il y a une chose, puisqu'on a regardé jusque-là sur le temps long, dont il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que les tensions dans notre Europe, même quand elle était beaucoup plus réduite en nombre, les tensions, elles ont toujours existé. Même quand nous étions un nombre beaucoup plus réduit d'États, souvent d'ailleurs, les empêcheurs, excusez-moi, alors que j'ai beaucoup de respect pour la personne du général de Gaulle, mais dans le milieu des années 60, de tourner en rond, notamment quant à l'entrée éventuelle du Royaume-Uni dans l'Europe, c'est les Français, et notamment qui ont pratiqué pendant 7 mois ce qu'on a appelé la politique de la chaise vide, alors que les autres pays d'Europe étaient très partisans de la venue de nos amis britanniques. Le général de Gaulle, pour des raisons qui lui appartenaient et qui remontaient à une histoire plus ancienne, on ne peut pas dire qu'il était particulièrement fanat de cette idée-là. Il y est venu progressivement, mais ça a pris un peu de temps. Manière de dire que des tensions dans la vie de l'Europe, il y en a eu depuis longtemps. Ce n'est pas une nouveauté de 2023-24. Ce n'est pas M. Orban qui a créé les tensions à l'intérieur de l'Europe. Il y en a eu avant lui, hein. Bon, alors l'autre remarque que je mets tout de suite après, c'est que notre Europe, eh bien, vous l'avez vu à travers ces élargissements progressifs, elle a avancé. Puis qu'on a, l'an dernier surtout, revu tous ces traités qui se sont succédés, les principaux, Maastricht, Lisbonne, etc., eh bien, l'Europe, elle a avancé dans de nombreux domaines, y compris dans des domaines où il y avait besoin de l'unanimité, ce qui n'est pas facile quand on est nombreux. Bon. Alors j'ai regardé, en particulier quand j'ai commencé à réfléchir à ce qu'on allait faire ensemble cette année, j'ai regardé l'ampleur dans les médias, y compris des journaux qui ont la réputation d'être sérieux. Bon, c'est peut-être pas toujours le cas, mais enfin, je pense à Le Monde, Libé, La Croix, pour les principaux que je suis amené à lire. Et j'ai regardé le taux de récurrence des principaux leaders européens. Et j'ai été étonné parce que le taux de récurrence dans cette presse, pourtant sérieuse, de M. Orban revenait 9 fois plus que le nom du chancelier Merz. Alors vous allez dire, c'est quand même un peu bizarre. Il y en a un qui représente 1% du PIB de l'Europe, c'est M. Orban, et dont on parle 9 fois plus que l'Allemagne, qui est de très loin la première puissance de l'Europe. Bon, on peut s'étonner de cette manière de présenter les choses, et pourtant, je vous assure que j'ai fait le test honnêtement. Hein? Donc, il y a un côté un peu mouche du coche, voilà, qui est toujours à essayer de faire parler d'elle. Et de faire parler d'elle, c'est essayer par les caprices du veto, etc., à essayer d'être sur le devant de la scène, et notamment de la scène médiatique, même lorsque l'on ne représente pas une place prépondérante dans l'Europe. Alors, vous pouvez peut-être considérer que j'ai pas tout à fait raison d'apprécier les choses de cette manière-là, mais je vous assure que j'ai fait le test honnêtement et que j'ai été le premier surpris et honnêtement pas très agréablement surpris. Bon. J'ai beaucoup d'amitié pour M. Orban, hein. Comme vous tous, bien sûr. Alors, quand on parle d'intégration, il faut toujours se mettre d'accord quand on utilise un terme, eh bien, essayer de se représenter de quoi il s'agit. Alors, intégration, il faut penser à la sphère qui est très importante dans la vie de l'Europe, c'est la dimension économique et sociale. Il faut se souvenir que notre Europe,
elle s'est bâtie, elle s'est construite à partir d'une entrée qui est une entrée économique. La première Europe, elle s'appelait la Communauté économique européenne. L'acte unique, c'était la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Donc on voit bien cette importance de la dimension économique qui a été prépondérante pendant des années dans l'édification de notre Europe. C'est clair, hein? Vous voyez bien que quand on parle d'intégration, il faut s'intéresser d'abord à cette sphère-là. Mais plus on avance et plus l'Europe devient une construction politique, n'est-ce pas, avec des politiques publiques qui sont de plus en plus convergentes, eh bien, il faut regarder si cette intégration, elle est réelle au plan politique. Alors, on a vu qu'il peut y avoir des avancées, qu'il y a des freins, qu'il y a des résistances, qu'il y en a qui poussent dans le bon sens, il y en a qui, parfois, mettent quelques résistances dans l'avancée. Bon. Alors on le regardera, et notamment par rapport à ce qui est important dans le temps présent, c'est de se poser la question si la montée des nationalismes, c'est quand même une des grandes questions d'aujourd'hui, et des populismes, est-ce que ça vient freiner la construction européenne ? Et on va se poser aussi la question, puisqu'il y a un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui quand on parle de démocratie illibérale. Je vous renvoie à la magnifique intervention de Frédéric Gelbert il y a juste quelques jours dans le cadre des interventions sur les sujets d'actualité. C'était magnifique. J'espère, la salle était peut-être pas tout à fait aussi grande que celle-là, mais que la plupart d'entre vous y étiez. C'était un très 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 beau moment, hein. Donc, de voir si ces démocraties qu'on appelle illibérales, c'est-à-dire en clair qui sont l'opposé d'une véritable démocratie libérale, eh bien, est-ce qu'elles sont en train de créer des nouveaux modèles qui façonnent autre chose qu'une avancée véritablement démocratique ? Bon. Et puis on s'intéressera, et là aussi je reviendrai peut-être sur quelques points que Frédéric a abordés, sur l'essor des idéologies identitaires. Alors il peut y avoir sous ce vocable-là des belles choses. Quand vous relisez l'identité de la France, le très beau livre de Braudel, c'est un livre magnifique et loin de moi de décrier ce mot, ce concept d'identité. Seulement vous savez qu'aujourd'hui, on en fait des usages très variés, dont certains sont tout à fait discutables. Voilà. Alors, quand on parle d'intégration, on va regarder tout ça, et puis quand on va regarder vers l'avenir, on va se demander, mais l'Europe, quand elle sera plus à 27, mais qu'elle sera éventuellement plus grande, plus large, avec les pays qu'on appelle des Balkans, peut-être demain l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, c'est de moins en moins sûr, mais voilà, est-ce que ça va permettre, au-delà du mot élargissement, est-ce que ça va permettre une intégration ou pas ? Au plan économique, au plan politique, au plan de la convergence idéologique ou pas ? Mais il y a aussi à se poser une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'appartenance à l'Europe qui ne seraient pas à envisager ? Et quand j'ai parlé dans les points d'actualité de la dernière fois de nos amis britanniques, pour moi et pour beaucoup d'observateurs, bien sûr, moi je ne compte pas dans l'affaire, hein, mais il est évident qu'il y a d'autres formes d'appartenance, en particulier sur les politiques de sécurité, qui sont en train d'être envisagées, et je dirais heureusement. Heureusement. Alors, regardons un petit peu les quelques aspects concernant, à l'intérieur de l'Union européenne, les aspects de l'intégration économique et sociale. Et qu'est-ce que je mets en sous-titre ? Eh bien que cette intégration, elle est réelle, mais qu'elle n'est pas achevée. Qu'elle n'est pas achevée, et on va le voir à travers un certain nombre de grands indicateurs, et qui vont venir corroborer cette diversité de nos pays européens. D'abord,
quand vous aviez vu la dernière fois des cartes, vous aviez bien vu que les 27 sont d'importance spatiale, ça c'est clair, hein. La Suède ou le Luxembourg, c'est 30 à 40 fois différent en termes d'espace, mais qui sont d'inégale importance au plan économique. On pourrait dire également inégale importance au plan de la population. Alors il y aura une question qui sera importante à voir, c'est est-ce qu'on peut mesurer le plus précisément possible ou pas les rapprochements qui ont pu s'opérer ces dernières années. Autrement dit, est-ce qu'il y a des convergences que l'Europe a facilitées ou pas? Ça, c'est une vraie question, et y répondre honnêtement, c'est une bonne manière de se dire, l'Europe a fait le job ou pas. Alors on va le regarder avec des indicateurs classiques. Le PIB par habitant, dont vous savez tous les limites, mais pour ça, on le regardera surtout en ce qu'on appelle en PPA, en parité de pouvoir d'achat, qui est un indicateur plus intéressant. On regardera aussi l'indice de développement humain. Et puis on regardera quelques grandes politiques menées par l'Europe, là aussi pour voir est-ce que ça atteste ou pas de la réalité de la convergence entre économies européennes. Alors on va commencer par le bon indicateur classique, même si encore une fois, il n'est pas complètement signifiant. Excusez-moi de le mettre en dollars, c'est pas pour faire une courbette à Monsieur Trump, c'est parce que c'est l'indicateur statistique qu'on utilise toujours. Hein. Bon, j'aurais pu le reconvertir en euros. Mais voilà, vous voyez donc l'hétérogénéité des produits intérieurs bruts par habitant en 2024. Bien, c'est assez hétérogène puisque le Luxembourg, alors c'est un tout petit pays, certes, 131 000 $ par habitant. Alors la principale activité du Luxembourg, vous le savez tous, c'est l'activité bancaire. Hein. Il y a des territoires comme chez nous où la rue passante c'est plutôt des bistrots. Au Luxembourg, c'est des banques, hein, les unes à côté des autres. Ça leur réussit pas mal, jusqu'à la Bulgarie qui est au dernier rang. Bon, est-ce que personnellement je serais fan pour y avoir travaillé parfois un peu au Luxembourg? J'en suis pas très sûr, mais enfin, bon, ça c'est une question personnelle. L'Irlande qui au moment de la crise des subprimes, allait pas très bien. Elle a fait la manche de manière efficace, on va dire, auprès de l'Europe. Il faut croire que ça lui a pas mal réussi, puisque vous voyez qu'elle vient au second rang. Alors l'Irlande, son joker, c'est quoi? C'est le dumping fiscal. Dumping fiscal, c'est là qu'elle a su adroitement attirer les sièges sociaux de pas mal de grandes entreprises, et notamment l'installation en Europe des principaux GAFA. Il y aurait à redire. Il y aurait beaucoup à redire d'ailleurs sur la prolongation d'un système fiscal qui est tout à fait anormal en termes d'homogénéité au sein de la même Europe. Au plan fiscal, on pourrait dire c'est le passager clandestin du bateau Europe, quoi. Celui qui navigue mais qui ne paye pas sa place en quelque sorte. Après, vous avez alors des pays qui sont tout à fait à la bonne place, mais parce qu'on y travaille beaucoup et parce qu'ils ont une réelle productivité du travail. Alors vous avez les pays scandinaves, j'ai cité là ici le Danemark, j'aurais pu mettre les Pays-Bas avec. Après, on a les grands pays, l'Allemagne, la France. J'ai cité, même si ils ne font plus partie de l'Union européenne, le Royaume-Uni qui se situe à peu près à mi-chemin entre l'Allemagne et la France. Et puis un peu plus bas, des pays d'Europe du Sud. Alors ce qui est intéressant à pointer, c'est qu'il y a deux pays qui ont rejoint l'Union européenne dans les années 2004 et suivantes. C'est un petit pays, la Slovénie. Slovénie, c'est limitrophe de l'Italie, au-delà de Trieste, et c'est l'Estonie qui pratiquement sont arrivés au standard
de l'Espagne à peu près. Ce qui veut dire que certains de ces pays, eh bien, ont avancé à un bon rythme. Ce n'était pas le cas dans les années 2000. Et plus bas dans le classement, on retrouve la Pologne qui a fortement progressé, mais comme ils partaient d'assez bas, ben, ils sont encore à 23 000. Et plus bas, la Roumanie et la Bulgarie. La Roumanie qui, probablement dans les années du futur, avancera peut-être à un rythme assez accéléré, puisque la Roumanie, pour ceux qui avaient vu une émission assez intéressante, je ne sais pas si c'était dans le dessous des cartes, ou une autre émission qui s'appelle Main basse sur la mer Noire. Pourquoi main basse? Parce que vous savez qu'il y a des prédateurs qui ne sont pas très loin sur la mer Noire, pas besoin de vous faire un gros dessin. Il y a des gisements très importants de gaz et de pétrole, mais qui sont dans des zones qu'on va qualifier de des zones à risque, et que la Roumanie disposerait dans ces zones-là bien de gisements qui seraient considérables. En 2026, la Roumanie serait déjà largement autonome, elle n'a pas du tout besoin de gaz venu d'un grand pays plus à l'est, et elle serait peut-être un fournisseur, pas au rythme de la Norvège, mais qui pourrait être intéressant. En PPA, une parité de pouvoir d'achat, ça veut dire que ça ne sert à rien de faire des comparaisons si on ne tient pas compte que les prix sont très différents dans ce qu'on appellerait un peu vulgairement le panier de la ménagère, en quelque sorte. Vous avez un indicateur, alors quelquefois on prend l'indicateur McDo, quelquefois on prend l'indicateur de la coupe de cheveux. Hein. C'est un bon indicateur, c'est-à-dire si vous vous faites couper les cheveux au Luxembourg ou que vous vous les faites couper en Bulgarie, le service est le même. Dans les deux cas, vous vous êtes fait couper les cheveux. On est bien d'accord. Seulement, en Bulgarie, ça vous coûtera 4 fois moins cher. Donc, il faut rétablir l'ordre de grandeur. Et à ce moment-là, l'écart entre le pays le plus riche qu'on a vu tout à l'heure et la Bulgarie qui est au dernier rang, eh bien, il n'est inférieur à 4. Hein, ce qui montre que la réalité, quand on fait ce genre de comparaison, montre eh bien, des écarts qui sont moindres que quand on prend les chiffres bruts du PIB par habitant. Alors vous allez dire, c'est encore beaucoup, on n'est pas dans un monde homogène, et vous auriez tout à fait raison de le penser, il y a encore du chemin à faire, mais en même temps, dans des grands ensembles économiques, si on fait des comparaisons avec les deux grandes puissances économiques que sont la Chine et les États-Unis d'Amérique, eh bien des écarts, ils sont également très très sensibles. Si vous regardez, même en parité de pouvoir d'achat, entre la Californie, l'État le plus riche, et le Dakota du Sud, vous avez des écarts tout à fait similaires. En Chine, c'est plus encore. Si vous habitez Shanghai ou les provinces de l'intérieur du pays, eh bien, même en parité de pouvoir d'achat, l'écart est encore plus grand. Donc, il ne faut pas s'en étonner outre mesure. Ça va, je continue? Je ne vais pas trop vite. Alors, un indice qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle l'indice de développement humain. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur composite. Et on peut, de plus en plus, il y a des travaux où on le complexifie de plus en plus, non pas pour le plaisir, mais pour rendre compte de réalités qui sont des réalités qui méritent d'être affinées. Alors, les 3 indicateurs de base, c'est l'indicateur de revenu, c'est un indicateur pertinent bien sûr, mais on va y ajouter des indicateurs de santé publique. Alors le critère de base de cet indice composite, c'est la durée de vie. Si à 40 ans, la moyenne de la population décède, vous comprenez bien que ça traduit une réalité de niveau de développement social moins avancée que si la durée de vie moyenne est de 80 ans. C'est clair. Un indicateur d'éducation. Alors d'éducation, eh bien, on le prend en fonction de la durée des études, mais aujourd'hui on considère que ça ne suffit pas du tout. Je prends pour me faire comprendre la durée des études dans les 2 pays les plus peuplés d'Asie, que sont la Chine et l'Inde, où il y a un assez bon niveau
d'études et d'études supérieures, oui. Seulement la génération des 25-30 ans, dans ces deux pays, il y en a plus de 20% qui est au chômage. Ce qui n'est pas un bon indicateur. Donc c'est pas tout de faire des études. Le bon indicateur, c'est des études qui débouchent sur une efficience, c'est-à-dire l'accès à un emploi rémunéré. D'accord ? Donc vous voyez, petit à petit, on essaye d'affiner ces indicateurs pour décrire une réalité. Et la réalité en Europe, alors ces indicateurs-là, ils sont toujours un peu ramassés. Ne pensez pas qu'il y a un indicateur 0,3 ou 0,4. Ça n'existe pas, même dans les pays africains les moins avancés. Donc qui va vers les pays à très haut IDH. Là aussi, on retrouve les pays scandinaves. Vous retrouvez d'ailleurs, il y a toujours des similitudes dans certaines données. La carte que Frédéric avait proposée pour la démocratie, et vous le retrouvez la même indicateur pour un domaine tout à fait différent, qui est la corruption. Eh bien, vous retrouvez toujours les pays les mieux classés, les pays scandinaves, le Danemark, la Suède notamment. Et puis, bien placé ensuite, l'Allemagne, d'autres pays d'Europe, j'ai pas eu la place de les citer, de les mentionner tous. Là, ici, dans l'IDH, d'autres pays européens, la France, puis l'Italie. Et en bas de classement, bien qui ont progressé pas mal depuis leur entrée dans l'Union européenne, des pays, la Pologne qui a pas mal progressé, la Roumanie et la Bulgarie. Et j'ai mis comme point de comparaison la Russie, qui a des indicateurs pas tant en termes de revenus, mais de santé publique. Quel est le fléau qui guette en Russie? Et l'alcool, bien sûr. Alors l'alcool chez les hommes, pas chez les dames. Oui. Voilà. Donc retenez bien, c'est un point, quand vous tombez sur des commentaires ou des tableaux de ce type-là, ils sont à regarder d'assez près, parce qu'ils renseignent assez bien, et de voir est-ce qu'il y a une homogénéité vers laquelle on tend ou pas. C'est pas trop lisible là-haut. Éventuellement, je crois qu'Annie le mettra sur le blog. Pourtant, c'est dommage, c'est un document qui est très intéressant, qui émane de la Commission européenne. C'est un panorama de l'avancée de l'Union européenne à travers des politiques publiques au cours des 5 ans. Alors les 5 ans, ça peut être de 2018-2023 ou bien 2019-2024. Alors, excusez-moi, l'Europe, elle publie beaucoup de documents en anglais. C'est comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas très difficile à comprendre. Vous voyez que là où il y a des progrès les plus significatifs dans cette Europe à 27, c'est la réduction des inégalités. Donc avec pas mal d'items pour parvenir à ce résultat. Donc là, on peut dire réellement, à travers les politiques publiques qui ont été menées, là, il y a un succès incontestable. Il y a aussi, même si ce n'est pas le cas chez nous, mais il ne faut pas oublier qu'on est 27, il n'y a pas que chez nous, c'est la qualité éducative. Alors c'est un peu amer parce que pour ce qui nous concerne, nous, France, vous le savez notamment à travers le classement PISA, on n'a pas forcément été dans le bon sens. On peut le regretter. Vous trouvez des progrès de moyens assez bons dans pas mal d'autres politiques publiques. Alors on peut le trouver à travers une consommation et une production qu'on qualifie de responsable. C'est le terme qui figure là sur le tableau. Sur l'égalité homme-femme, gender. Vous trouvez également des politiques publiques qui ont assez bien fait l'innovation industrielle et les équipements. Et alors, on va pas les regarder tous, allez surtout voir le tableau si vous êtes intéressé, parce que réellement il en vaut la peine. Et qu'est-ce qui arrive en queue de peloton? Où est-ce que l'Europe, elle n'a pas fait son job? Mais elle n'a pas fait son job, notamment sur certaines questions environnementales. Qu'est-ce qui arrive en dernier? C'est la question de la vie dans la
couche des sols. C'est-à-dire quand vous creusez la terre, si vous regardez la vie des insectes, des vers et tout ce qu'il y a à l'intérieur, il y a incontestablement, dans les 27 pays compris, il y a un appauvrissement. Alors vous allez dire, bon, est-ce que c'est fondamental? Ben oui, ça l'est. Ça l'est parce que sur le long terme, c'est toute la question de la richesse agronomique qui est posée. Hein? Bon. Alors là, ça veut dire aussi que ça interroge un certain nombre de pratiques agricoles qui ont, plutôt que de travailler avec peut-être davantage, peut-être de labour davantage superficiel, de travailler avec non pas 4 ou 5 passages de fumure azotée, mais seulement 2 ou 3 fractionnés ou des choses comme ça. Bon, on ne va pas rentrer, moi je ne suis pas là pour vous faire un cours d'agronomie, mais néanmoins, là il y a une question qui est patente, puisqu'on la retrouve en dernière position à l'échelle des 27. Donc on n'a pas que l'histoire de la contestation de la loi du plan qui a fait un peu d'écho chez nous. Globalement, là on a un indicateur qu'à l'échelle des 27, on a le problème qui apparaît comme où on est les plus mauvais. Vous le voyez aussi, il me semble que c'est corrélé, sur la qualité de l'eau. Eh oui. Bon, et on a également de la vie, de la faune aquatique. Donc, en gros, si vous prenez toutes les politiques publiques, vous pouvez retenir qu'il y a des progrès, il y a même des domaines où c'est des réels progrès, mais qu'il y en a où c'est pas bien bon et où il serait temps alors de s'y mettre. Le problème, c'est que vous savez qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de Bruxelles, et notamment des groupes d'influence, comme on dit, et qu'actuellement, toutes les belles déclarations du livre vert, quand Ursula von der Leyen était arrivée, son premier discours devant la première commission, vous savez qu'elle était à son 2e mandat, c'était de dire « je vais mettre une grande insistance sur les questions environnementales ». Oui, on aura envie de lui dire, chère madame, il serait temps que vous relisiez ces résultats pour revenir. Alors, actuellement, le leitmotiv, c'est de dire, oui, mais on n'a pas d'argent, la transition écologique, ça coûterait trop par rapport à d'autres priorités, etc. Bon, voilà, il faut savoir un petit peu qu'est-ce que l'on veut quand on regarde l'évolution sur plusieurs années. Vous n'êtes pas du tout obligé de partager mon point de vue. Mais ce n'est pas mon point de vue, c'est les données qui apparaissent dans ce tableau. Cette carte, elle est un peu ancienne, mais elle m'intéresse beaucoup. Elle m'intéresse beaucoup, pourquoi? Oh là là. On voit des teintes qui vont du vert foncé jusqu'au jaune pâle. Alors vous allez dire, là, on était même un peu plus grand, on était à 28, c'était avant que nos chers amis britanniques nous quittent. Quel dommage. Donc, on voit dans cette carte une réalité qui nous fait prendre conscience que raisonner comme on vient de le faire à travers des grands indicateurs par pays, c'est pas forcément pertinent. Et qu'il faut regarder des réalités socio-économiques à des échelles qui sont plus proches des réalités de vie que connaissent les citoyens d'Europe. Je prends un exemple. Regardez la péninsule ibérique près de chez nous. Vous voyez que si vous habitez en Catalogne, Barcelone et environ, ou si vous habitez en Extrémadure près de la frontière du Portugal, vous n'êtes pas du tout logé à la même enseigne. Hein? Et là, donc, vous avez une autre manière de calculer qu'on appelle des standards de pouvoir d'achat. Bon, c'est près de nos PPA, mais peu importe, on ne va pas rentrer dans la cuisine de la technique statistique, c'est pas mon propos. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que, à l'échelle de l'Europe, eh bien,
il y a des régions très avancées et il y a des régions en retard de développement, y compris à l'intérieur d'un même pays. Et que les politiques de rattrapage de régions en difficulté, ce ne sont pas que des politiques à l'échelle des États. C'est ça qu'il faut comprendre. D'où les politiques qui ont été entreprises à travers ce qu'on appelle les fonds structurels, qui ont été bâtis pour atteindre les régions en retard de développement. Regardez pour l'Italie. L'Italie a pas mal bénéficié des fonds structurels. Seulement dans cet État qu'est l'Italie, dont on parlera tout à l'heure un petit peu dans les points d'actualité, si vous habitez en Lombardie, la région de Milan, c'est une des plus riches régions d'Europe. Est-ce qu'ils ont besoin de fonds structurels? Certainement pas. Certainement pas. Si vous habitez en Campanie ou en Calabre, là, c'est pas la même chose. Hein? Regardez, en standard de pouvoir d'achat, ils sont à un niveau qui est très bas, à l'indice 67. Bon. Et même chez les nouveaux venus, regardez pour la Pologne, qui commençait à aller pas mal de l'avant dès cette période-là, qui correspond au début des années 2010, la situation de la région de Varsovie, qui a été la première région vraiment motrice de ce pays-là, n'est pas la même que le reste du pays, c'est clair. Bon. Alors voilà, un tableau, c'est pour retenir cette idée simple, au fond, que la question fondamentale d'une Europe qui va vers davantage d'homogénéité, vers une véritable intégration, ça se joue au plus près de la vie des habitants. Sinon, vous aurez des choses qui reviennent à juste titre dans les préoccupations chez nous, par exemple, les déserts médicaux des zones rurales, que l'on pose à juste titre. Voilà. Alors que dire quant à l'intégration économique et sociale sur cette longue période? Je crois qu'on peut dire qu'il y a eu un réel impact. Et là, les grandes données nous l'ont montré. Bon, donc, grâce à ces fonds structurels dont j'ai parlé, le principal étant le FEDER, le Fonds de développement économique régional, mais il y en a d'autres. Il y a le Fonds social européen, par exemple, aussi, qui est bien utile. Alors c'est utile parce que même si nous sommes en économie libérale, les seules forces des marchés, c'est-à-dire les investissements des entreprises, qui répondent à des logiques marchandes, ne sont pas suffisantes pour réduire ces disparités qui existent. Si vous regardez les investissements réalisés chez notre voisin italien, de la part de grandes entreprises, qu'elles soient allemandes, françaises, néerlandaises ou autres, elles vont où? Elles vont en Lombardie. En Lombardie, il y a tout, il y a des banques, il y a des bonnes universités, il y a de la recherche, il y a tout ce qu'on veut. Allez vous installer en Calabre, les services ne marchent pas trop bien, pas évident. Donc les logiques de marché, elles ne permettent pas à elles seules de compenser. C'est pas parce que la main-d'œuvre y est éventuellement un peu moins chère qu'une entreprise va aller investir massivement dans un lieu en retard de développement. C'est pas vrai, ça. Aujourd'hui, c'est des raisonnements dont on s'est aperçu de la limite. Bon, donc l'UE a mis en place ces outils pour améliorer. Et ça a corrigé certains déséquilibres. Mais encore une fois, si vous me dites on n'est pas au bout de l'affaire, vous auriez tout à fait raison. Oui, il faudra encore au moins 30 ans pour y parvenir. Je vous rappelle que l'Europe, elle date de 1957. Et même 1950, si on parle de la CECA, c'est quand même une vieille dame. Il faut l'aménager. Alors en même temps, c'est notable que vous voyez que cette Europe, c'est l'Europe méditerranéenne qui a le plus bénéficié de ce qu'on appelle les fonds structurels, et c'était normal. Quand les pays Grèce, Espagne, Portugal ont rejoint,
pas qu'ils aient été mieux lotis que d'autres. C'était après des années de franquisme, de Salazar ou de dictature des colonels. Ils avaient davantage de besoins que des pays comme le nôtre, c'était clair. Aujourd'hui, c'est bien davantage l'Europe orientale. Alors il y a des divergences sur l'efficacité de ces fonds, bon, en particulier chez les économistes libéraux, qui voudraient faire jouer bien davantage les lois du marché. Les fans de l'école de Chicago, je leur laisse lire leurs auteurs favoris. Chacun se le voit. Ce qui est sûr, c'est, compte tenu des budgets, si on regarde le budget européen par rapport à tous les budgets nationaux, c'est vrai que, je ne vais pas dire que c'est peanut, mais c'est pas énorme. Le budget européen, quand on le voit pour la période qui va jusqu'à 2030, évidemment le chiffre impressionne, mais quand on le regarde par rapport aux budgets nationaux, c'est pas si impressionnant que cela. Alors, la question qui est aujourd'hui posée, c'est la tendance très nette liée aux formes du capitalisme libéral, c'est la tendance de plus en plus forte qu'on appelle la tendance à la métropolisation. La métropolisation, vous en avez un exemple, c'est la région qu'on appelait avant Midi-Pyrénées, maintenant Occitanie, par rapport à Toulouse. Bon, je ne dis pas du tout que Tarbes est un désert, c'est une ville qui a sa vie propre, grâce à l'UTL notamment, mais etc., tout ça. Mais c'est pas une locomotive économique. Bon, pourquoi ? Parce que l'essentiel de l'activité et de l'innovation et de la recherche et tout ce qui attire, ça se passe à Toulouse, ça se passe un peu moins chez nous. C'est pas déshonorant de l'avouer, même si on a une belle université technologique depuis pas très longtemps. Donc là, cette tendance de la métropolisation, vous le voyez de plus en plus s'affirmer. Alors on en parlera sur un point d'actualité, c'est tout ce qu'on appelle la métropolisation de la zone rhénane notamment. Vous avez aussi, au plan économique et social, des déplacements de population, là, vers la Basse-Saxe notamment. Les fonds européens n'ont pas empêché la population jeune de quitter ces landes qui étaient dans l'ex-RDA, de partir vers des zones plus attractives qui se situent plus à l'ouest. Bon, cette carte-là, on la reprendra dans d'autres domaines parce qu'elle est assez frappante. Autrement dit, d'un héritage de l'histoire, pour beaucoup d'autres raisons, vous avez une région qui devient atone, à part Berlin, qui est un cas particulier, et où on a une région ou des Länder qui n'ont pas un avenir énorme s'il n'y a plus que les personnes âgées qui y restent. Bon, après la dimension économique, on va se poser la question, est-ce que l'intégration des pays européens, ça marche ? Et est-ce que ça marche au plan politique et par rapport à cette apparition du phénomène qu'on appelle les démocraties illibérales ? Alors il y a des choses que j'ai retirées parce que j'ai trouvé que ce que Frédéric avait raconté était déjà très complet, donc il n'y avait pas besoin d'insister. Comme elle a été enregistrée, ta conférence. Non, si je crois que oui. Oui, il me semble. Bon, au besoin, non, vous allez sur votre chaîne de télévision favori. C'est pas CNews, vous allez sur celle de l'UTL, c'est bien mieux. Bon, donc on a un certain nombre de pays dont vous sentez bien qu'il y a ces tendances-là qui se manifestent. La Hongrie qui est souvent citée, n'est-ce pas ? On a eu la Pologne jusqu'à 2023, fin 22, quand c'était le PiS qui était au pouvoir avec les frères Kaczynski. On a eu plus récemment la Slovaquie avec Fico, et puis la dernière en date, c'est la République tchèque. Des leaders qui ont fait des campagnes où ils étaient
très habitué à se promener sur les trottoirs des villes slovaques ou tchèques parce que c'est des habitués de la rue. J'en dis pas plus. Ils avaient fait leur école de base. Et puis l'espace de l'ex-RDA. Alors, l'unité de l'Europe, est-ce qu'elle ressort, est-ce que elle est profondément altérée ou pas? Moi je serais tenté de dire pas tant que ça, parce que quand on regarde les événements majeurs que l'Europe a traversés ces dernières années, et les deux événements les plus importants, c'est la pandémie de Covid et le plan de relance qui s'est suivi, et le soutien à l'Ukraine. Il n'y a pas du tout eu éclatement de l'Europe ou de sa cohésion. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, il y a eu plutôt une belle unité. Mais il y a quand même des mais. Alors la question que pas mal d'auteurs se posent, c'est ce populisme assez anti-européen. Est-ce qu'il a été conforté par cet élargissement vers ces pays de l'Est? C'est une question, et en même temps, tout de suite, moi je mets rien n'est moins sûr. Par ces types de courants populistes ou nationalistes, pour parler clair, ces courants d'extrême droite, ils se sont développés et ils continuent à se développer dans une grande partie de l'Europe et pas seulement à l'Est. Ils existent bien ailleurs. Il y a une autre remarque qu'on peut faire, c'est que, notamment vis-à-vis de l'Europe, ces leaders sont assez divisés. Et il n'y en a plus aucun parmi eux qui parle sérieusement de quitter l'Union européenne. Plus aucun. Alors que pendant les périodes de campagne, comme on l'avait connu au moment du Brexit, il en est question. On en dira un mot puisque j'ai annoncé que dans les questions d'actualité, on parlera de l'Italie. Madame Meloni, pendant sa campagne électorale, il y a 5-6 ans par là, elle avait comme thème « quitter l'Europe, quitter l'euro ». Quand elle est arrivée au pouvoir il y a un peu plus de 3 ans, est-ce qu'elle a réalisé l'un et l'autre? Surtout pas. Surtout pas. Donc c'est assez instructif de voir ça. Alors il y a une question de fond néanmoins qu'il ne faut pas occulter. Une question qu'il ne faut pas occulter, c'est qu'il y a un clivage qui existe, y compris dans les forces politiques dans toute l'Europe. C'est entre les partisans d'une Union européenne des nations, des États, comme on dit aussi parfois, et les partisans d'une intégration renforcée. Je ne vais pas parler d'Europe fédérale, parce que ça effraie tout le monde de parler de ça. Mais autrement dit, qui veulent limiter les pouvoirs de la Commission, qui veulent une Union européenne à minima en termes de pouvoir. Donc là, le clivage, il est de plus en plus réel. Alors les raisons de cette poussée de courants populistes et nationalistes, je reviens mais rapidement sur les raisons socio-économiques. Il y a eu une modernisation assez rapide de ces pays et dont tout le monde n'a pas bénéficié. Ça c'est clair. Quand vous prenez, je voudrais regarder, mais je n'ai pas eu le temps de les présenter, puis c'est un peu compliqué, ce qu'on appelle les coefficients de Gini, pour voir la comparaison, les 1% les plus riches et comparé aux populations les plus pauvres. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays, et notamment à l'Est, où cet écart est considérable. Ça s'est accompagné d'un mouvement qu'on appelle anti-élite, c'est-à-dire les sachants, entre guillemets, qui gouvernent, et c'est des mouvements d'opinion qu'on peut trouver dans l'Europe occidentale. Donc, un petit peu cet aspect-là qui existe. Il y a eu, et je le montrerai à travers un exemple concret, un peu en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et dans l'est de l'Allemagne,
une amplification d'un terme qui a été bien étudié par les sociologues. C'est ce qu'on appelle la démocratie de la frustration. C'est-à-dire, entrer en Europe, c'était l'espoir d'accéder rapidement aux standards de vie des Européens. Eh oui. Et là, il y a eu mal donne. Il y a eu mal donne parce que ça, c'était pas possible. Hein. Comme quand les Länder d'Allemagne de l'Est ont rejoint l'Allemagne de l'Ouest, malgré les sommes considérables qui ont été investies à l'Est, se sont dit on va vivre comme eh bien, les Allemands de l'Ouest. Et ça a été complètement surjoué. Alors ça a été beaucoup étudié à propos du développement d'un parti politique en Allemagne qui s'appelle l'AfD et qui joue extrêmement sur ce registre-là. Mais enfin, comment se fait-il qu'on ait encore moins d'équipements, moins de ceci, moins de cela? C'est que, eh bien, on ne nous prend pas en considération, on ne s'occupe pas de nous, etc. Alors c'est assez étonnant parce que cet écart entre les perceptions et la réalité, ce qu'on appelle les modèles de représentation en sociologie. C'est un peu surprenant parce que depuis la chute du mur de Berlin et l'autonomie, la Pologne n'a pas eu une année pratiquement négative. C'était une croissance continue, qui est assez remarquable d'ailleurs. Alors cette intégration, elle a été donc quelque peu altérée par des idéologies populistes, c'est-à-dire, je reviens à la période de départ, en 90 et les années qui vont suivre, les années Helsinki en Russie, c'est-à-dire on a cru qu'il y aurait adoption d'une démocratie libérale par tout le monde, c'était le modèle parfait d'une économie de marché, d'une intégration européenne, et qu'il n'y avait aucune remise en question. Le livre que tu rappelais de Francis Fukuyama, hein, voilà, la fin de l'histoire. Bon. Et puis, quelques années plus tard, ce modèle parfait, entre guillemets, il n'apportait pas ce qu'on attendait. Hein. Et donc, du coup, s'est développé un modèle alternatif qui va se fonder sur d'autres valeurs, portées par des leaders qui ont beaucoup joué sur cette carte-là au plan politique. Ça va se focaliser sur la nation, sur la famille, sur la religion. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce n'est pas uniquement un registre politique pas très élaboré, non, on retrouve une véritable pensée politique qui va se centrer sur la souveraineté, sur l'identité, hein, et en particulier, notamment quand l'Europe commençait à faire les gros yeux sur le non-respect de la séparation de l'exécutif et du judiciaire, mais disant le peuple souverain dans les pays de l'Est ne doit souffrir d'aucune entrave constitutionnelle ou institutionnelle. Alors c'est le cas du temps des Kaczynski avec le PiS en Pologne, c'est le cas avec la Hongrie actuellement, mais voilà, il y avait une espèce d'idéologie assez construite sur cette idée, le peuple souverain que nous sommes ne peut pas avoir au-dessus de lui une autorité institutionnelle qui nous dise le droit et ce que l'on doit faire. Alors ça, c'est vrai qu'il y a eu pas mal en quelque sorte, moi je veux presque dire, de mal-donne. Ce cadre juridique normatif européen. Et vous avez voté pour demander à entrer dans l'Europe. Donc vous avez voté pour adopter ce qu'on appelle l'acquis communautaire. Si vous n'en vouliez pas, il ne fallait pas le demander en quelque sorte. Hein. Et là, c'est pas compris par tout le monde à l'Est. Ça apparaît comme venant saper les fondements d'une souveraineté. Hein. Vous comprenez un petit peu cette perception qui a pu s'amplifier et qui a été largement amplifiée aussi par les forces conservatrices. Bon, alors en plus, c'est adjoint de postures très conservatrices sur les questions de société, avec un discours très grand.
un écart entre discours et réalité. C'est particulièrement vrai en Hongrie. Alors, je suis en train de me poser la question. Ce que je fais, j'aimerais bien vous parler d'un ou deux points d'actualité. Dans les points d'actualité, qui va nous faire un petit voyage du nord au sud de l'Union européenne. Les Pays-Bas, bon, vous savez qu'il y a eu à la fin du mois d'octobre des élections législatives qui ont été provoquées du fait de la chute de la coalition au pouvoir. Et puis en Italie, alors vous n'avez pas sorti forcément le champagne, moi je ne l'ai pas sorti, mais enfin c'est les 3 ans du gouvernement de Giorgia Meloni. Voilà. Et ça intéresse pas mal les commentateurs qui se disent mais on est où dans ce pays? Est-ce qu'on est toujours dans l'euroscepticisme ou on est passé au pragmatisme européen? Et c'est l'expression de l'analyste le plus sérieux qui concerne l'Italie, prof à Sciences Po Paris, qui est Marc Lazare. Les Pays-Bas. Il y a eu des élections surprises le 30 octobre. Alors, surprise, pas uniquement le fait qu'il y ait eu des élections anticipées, mais sur les résultats. Les résultats, il faut dire un mot de ce pays que sont les Pays-Bas. C'est un des 6 pays fondateurs de l'Europe, donc important. Petit par la surface, mais grand par son économie et son rôle, surtout dans le commerce extérieur. Une très longue histoire. On faudra remonter à la Ligue hanséatique pour voir la place des Hollandais dans le commerce extérieur. Petit pays, 33 000 km², la France 550 000 à côté, vous voyez, c'est peanut dans les Pays-Bas. 18 millions d'habitants et un PIB considérable, 1227 milliards de dollars, et par habitant, 67 000 dollars. En clair, c'est un pays riche. Un petit rappel, au nord de la Belgique, à l'ouest de l'Allemagne, quelques villes bien connues, Amsterdam, La Haye, la capitale politique, Rotterdam, le grand port, quelques grands lieux, Utrecht, le célèbre traité au XVIIIe qui a mis en place à peu près les frontières de l'Europe, un plus proche de nous, Maastricht, voilà. Ça m'intéresse davantage. L'avantage, c'est les Pays-Bas, c'est la partie nord de la mégalopole européenne. C'est-à-dire les Pays-Bas, leur vitalité, leur richesse, c'est lié à ce qu'on appelle l'axe rhénan. Alors, dans ce grand ensemble qui constitue bien le cœur de l'Europe, 2 grandes villes mondiales, Londres et Paris bien sûr, mais là ce qui nous intéresse ici, c'est de voir cet axe avec une importance industrielle, Stuttgart, l'automobile, Bâle, la pharmacie, la Ruhr, etc. C'est l'importance financière, Francfort, la Banque Centrale Européenne, toutes les grandes banques, bien. C'est surtout, avec Rotterdam, c'est le port mondial. Enfin, tout au moins, c'est le premier port européen et c'est l'ouverture sur le monde. Il y a bien sûr, à ne pas oublier, le port d'Anvers, mais Rotterdam, c'est encore bien plus grand. Donc vous avez un axe ici, on dit quelquefois que le Rhin, c'est l'Interland, c'est un terme de géographie, de Rotterdam. C'est-à-dire, ça vaut parce qu'il y a tout un système économique, spatial, qui est lié à ce système rhénan. Alors, il y a eu des élections anticipées, pourquoi? Parce qu'il y avait une coalition de droite et même d'extrême droite, avec quelqu'un qui tenait un peu les rênes, c'est Geert Wilders, plutôt situé, vous le voyez avec ses copains, donc c'est pas l'extrême gauche, vous voyez, à la rencontre des patriotes à Madrid, qui, croyant qu'il aurait, comme il se croyait très très populaire, il a cru bon de quitter et de faire échouer la coalition dans laquelle il tenait une très grande place, et que ça lui bénéficierait. Eh bien, manque de bol, pas du tout. Il a échoué, pas énormément, mais le parti qui est arrivé en tête, c'est ce qu'on appelle le D66, les démocrates 66. C'est un mouvement de ce qu'on appelle les libéraux de gauche et qui donc a obtenu le plus grand nombre de voix
Alors, aux Pays-Bas, c'est compliqué parce que c'est de la proportionnelle et vous aviez 27 partis qui se présentaient. Bonjour l'ambiance, hein, pour... Mais il y en a 15 qui sont présents au Parlement, puisqu'il faut avoir au moins 1% des suffrages pour y accéder. Enfin, c'est pas triste hein, d'avoir des coalitions quand vous avez 15 partis différents. Alors celui qui a bien mené campagne, c'est Rob Shelton. C'est un petit peu, en quelque sorte, un profil proche de l'actuel secrétaire général de l'OTAN, qui est Marco Rutte. Vous voyez, un profil dynamique. Mais Marco Rutte est un peu centre-droit, lui il est plus centre-gauche. La difficulté, c'est, ils ont l'habitude, les Hollandais, c'est d'arriver à faire une coalition. Vous voyez, bonjour l'ambiance. Chez nous, c'est ultra simple hein, de faire des compromis. Hein. Bah oui, regardez. Alors, normalement, une coalition, ça lier les libéraux-démocrates là, du D66 avec le VVD, ça c'est un parti de droite, avec les écolos et les travaillistes de l'ancien parti de Timmermans, et puis l'appel chrétien-démocrate. À eux, ils ont la majorité. Seulement, ce serait trop simple. Si c'était ça, le problème c'est que la leader du VVD, donc c'est une dame, qui veut bien faire partie de la coalition, mais à condition que les écolos et le Parti travailliste n'en fassent pas partie. Ah. Bon, alors on fait comment? Donc il va falloir aller voir un peu plus loin. Donc ça promet des discussions assez riches et intéressantes, mais bon, aux Pays-Bas, ils arrivent à avoir une certaine patience. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois, comme en Allemagne, ils ont réussi à négocier un programme, ils arrivent à peu près à s'y tenir. Ce qui est sûr, c'est que plus personne aux Pays-Bas ne veut voir Wilders qui s'est complètement discrédité. C'est assez intéressant de voir qu'autrement dit, qu'il y a une forme de nationalo-populisme qui est écartée pour l'instant. On ne sait pas de quoi le futur sera fait. Alors voilà, vous voyez, la pastille, il y en a des couleurs. Hein. Moi, je suis sûr que ça ferait rêver nos parlementaires français s'ils se disaient « Oh là là, mais finalement, c'est bien plus compliqué chez eux que chez nous. On a de la chance. » Alors, en Italie, les 3 années de gouvernement de Giorgia Meloni. Alors, pour une dame, c'est pas très bien de mettre, eh bien, Janus, qui est un dieu masculin, mais c'est ce qu'on trouve toujours pour parler d'elle. Janus, c'est le dieu qui a 2 faces, et 2 faces complètement opposées. Bon, alors moi j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris une photo, enfin une gravure de Janus. Alors il y a le Janus populiste, avec ces étrangers, faut les renvoyer chez eux. Voilà, la caricature de Chapat, hein, Mélanie débordée par les gilets orange. Bon, comme Chapat, il est pas français, il est suisse, on va le pardonner pour la faute d'orthographe à Orange, c'est pas très grave. Vous l'aviez tous remarqué, n'est-ce pas? Et puis il y a l'enfonçage de l'Europe, voilà, qui toujours très positive, surtout quand elle est avec la présidente de la Commission. Bon, voilà, 2 visages très différents. Mais il n'empêche que, notamment pendant sa campagne, c'était vraiment, elle en faisait de la surenchère avec un discours, finalement, allant sur les pas de Trump et encore plus de J.D. Vance, c'est son idole. Alors, une autre raison de le mettre dans les points d'actualité, c'est cette courbe. Cette courbe qui nous montre, eh bien, ce qu'on appelle les trends, c'est de voir dans les taux longs qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est en Italie sur les 12 derniers mois, c'est la baisse des taux. Alors vous allez dire, nous, on n'a pas l'habitude de regarder les cours de la bourse tous les jours, et vous auriez tout à fait raison. Mais là, ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'effectivement,
comme on fait souvent des comparaisons avec l'Italie, c'est de voir ce qu'on appelle le spread, là ici, comparaison notamment avec les taux allemands, eh bien, effectivement, l'Italie qui se trouve dans une situation nettement plus favorable que d'autres pays européens. Alors, reprenons un peu le fil et le cinéma. Madame Meloni, elle a fait sa carrière politique dans un mouvement, le MSI, qui est tout à fait à l'ombre du Duce, complètement. Hein. Le MSI, ils étaient peu nombreux après la guerre. C'est un mouvement qui, curieusement d'ailleurs, avec ses affirmations idéologiques, n'était pas interdit, ce qui n'aurait pas été le cas en France, mais bon, on est en Italie. Donc dans une structure qui a fait une structure d'extrême droite, où elle a fait assez longuement ses premiers pas. Elle a poursuivi donc, dans une petite structure, et y compris dans une période où en Italie, qui avait des gouvernements qui succédaient assez souvent, c'est le moment où on parlait beaucoup du mouvement 5 étoiles. Mouvement 5 étoiles qui recueillait le vote protestataire quand les gouvernements italiens étaient relativement éphémères. Mais le mouvement, comme beaucoup de mouvements protestataires, au bout d'un moment, les électeurs, ils se lassent. Ils se disent, bon, d'accord, vous promettez beaucoup de choses, mais qui n'arrivent pas forcément. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le moment où Giorgia Meloni, qui s'en devant tourner, va créer un mouvement qui s'appelle Fratelli d'Italia, qui a une audience au départ assez faible, qui va faire simplement 4% des voix aux élections de 2013. Mais, quand le mouvement 5 étoiles va s'effondrer, qui est-ce qui va en hériter de ces voix? Eh bien, précisément, c'est Fratelli d'Italia qui va recueillir 26% des voix, ce qui est considérable comme hausse. Et si bien qu'après des gouvernements de coalition un peu boiteux, celui de Monti notamment, eh bien, il y a 3 ans, c'est elle qui va arriver au pouvoir avec un assemblage un peu détonnant, parce qu'avec elle, pour arriver à une majorité, elle va avoir Salvini, vous voyez, ce bonhomme étonnant de la Ligue du Nord, Berlusconi, paix à son âme, mais dont elle va faire, finalement, elle va faire son affaire de ses leaders. Alors là, voilà, donc la leader de Fratelli d'Italia. Et elle va s'affirmer. Alors, ce qui est curieux, c'est que pendant la campagne, avant d'être au pouvoir, qu'est-ce qu'elle affirmait? Un euroscepticisme total. Hein? L'Union européenne, c'est du gaspillage d'argent, c'est des politiques inefficaces, c'est vraiment à Bruxelles, c'est des bons à rien, etc. Enfin, tout le discours populiste anti-Bruxelles. Et il faut abandonner l'euro, la lire, ça serait beaucoup mieux d'y revenir. Quand elle est au pouvoir, alors certains disent c'est son réalisme, d'autres son opportunisme. Qu'est-ce qu'elle va faire mais pas longtemps après, dans les jours et les semaines qui suivent? Non, non, surtout pas ça. Surtout pas ça. Alors, est-ce que c'est les conséquences du Covid? Est-ce que c'est plus vraisemblablement l'influence qui restait forte de Mario Draghi, vous savez, le super Mario de la Banque Centrale Européenne? Des milieux d'affaires très vraisemblablement. Et d'ailleurs, elle ne va pas annuler les réformes structurelles qui avaient été décidées, notamment concernant les retraites. Elle va écouter les conseils qui étaient quand même plutôt des bons conseils, et elle va faire complètement machine arrière. Alors il faut regarder là aussi, faire un peu de géographie et voir la carte de l'Italie. Les milieux influents, vous les voyez où ils sont. En Lombardie, à Turin dans le Piémont, en Vénétie, mais au sud de Florence, ça compte pas dans la vie des affaires. Donc on a fait comprendre vite ce qui se passe à Rome, mes bons amis, Madame Meloni, si vous voulez avoir un pouvoir qui tienne la route, il va falloir composer avec nous, sinon vous faites fausse route. Alors elle va adopter une attitude, alors on s'est dit mais est-ce que elle joue la comédie ou pas, mais résolument européenne. Alors est-ce qu'il y a des éléments qui ont aidé Madame Meloni à devenir tout d'un coup, est-ce que c'est sa conversion sur le chemin de Damas? J'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête. Mais enfin, d'abord, il faut se rappeler que
l'Italie, c'est de loin le pays d'Europe qui avait été le pays le plus affecté par la pandémie Covid, et de loin, malheureusement. Hein. Donc, dans le plan européen, il était énorme ce plan européen post-Covid, c'est 800 milliards d'euros, je vous rappelle, hein, souscrits conjointement par les pays d'Europe. Il y a 200 milliards d'euros pour l'Italie. On ne fait pas la fine bouche dans ces cas-là. Hein. Bon. Et puis il y a le fait que par rapport à d'autres, et notamment, alors, je ne vais pas épiloguer sur les relations féminines, ça ne me regarde pas, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec la responsable de l'AfD en Allemagne, le courant n'est pas du tout passé. Avec la responsable du Rassemblement national chez nous, le courant n'est pas du tout passé. Par contre, avec la présidente de la commission, le courant est très bien passé. Bon. Voilà, il en est ainsi. Et elle va du coup devenir, j'allais dire, l'enfant sage de l'Europe. Et elle va reléguer au second plan le vice-président de son gouvernement, et qui vont être invités à ne plus exhiber sur leur t-shirt « J'aime Poutine ». On leur a fait comprendre que c'était plus de bon ton. Voilà. Et puis, elle n'est pas folle, hein. Elle n'est pas folle. Les belles paroles de Trump, de Vance, de Milei récemment là en Argentine, hein, les bisous, les grandes embrassades, c'est très bien, mais quand elle a été les voir là, notamment à Washington, elle espérait avoir des faveurs. Rien. Entre ces gens-là, les 15% d'augmentation des taxes, elle y est passée comme tout le monde. Donc, le côté réaliste, elle a vu qu'il fallait y passer par là. Alors, en même temps, elle va aller dans la poursuite. C'est pas elle qui l'avait initié, c'est plutôt dans les deux gouvernements qui l'avaient précédé, mais elle va l'accentuer. C'est dans une optique de restauration des finances publiques, dans une politique de rigueur, qui est une politique socialement dure. Une politique que vous ne feriez pas facilement admettre à beaucoup de parlementaires chez nous. Le revenu de citoyenneté en Italie, c'est l'équivalent de notre RSA. Hein. Bon, il en a pris beaucoup, hein. Si bien qu'en Italie, on ne parle plus d'État-providence, on parle de famille-providence, simplement parce que le revenu, il n'est plus là. Hein. Une baisse brutale des dépenses de rénovation énergétique, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère, c'est 40 milliards d'euros qui ont été supprimés du budget. Hein. L'incitation, alors incitation, on a pu mettre le terme entre guillemets, de la retraite à 67 ans, si vous la prenez avant, la minoration de votre retraite est telle que pratiquement vous êtes conduit à poursuivre votre activité jusqu'à 67 ans. Sur le plus long terme, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes. Les bijoux de famille, c'est-à-dire les privatisations à partir de ce que l'État italien possédait, 20 milliards qui ont été mis sur le marché, sur les marchés boursiers. L'interconnexion des systèmes, ça existe dans la plupart des pays d'Europe, mais ce n'était pas existant en Italie, des systèmes fiscaux et sociaux, hein, ce qui pouvait engendrer des fraudes assez massives dans la mesure où ce n'était pas interconnecté. Et puis, alors évidemment, ce qui a pas mal surpris, c'est quand, à la demande du patronat, elle a demandé qu'il y ait 500 000 travailleurs étrangers qui viennent s'installer en Italie. Bigre, par rapport à sa campagne électorale précédente, ça faisait un peu tâche. N'empêche que c'est ce qui s'est passé. Tout simplement parce que l'industrie italienne, en particulier en Lombardie et dans le Piémont, on lui a dit « Mais madame, on a besoin de travailleurs ». Alors, quels ont été les effets? Les effets, c'est que sur les deux exercices 2023 et 2024, les résultats sont très spectaculaires. Le déficit rapporté au PIB, il était de 7% en 2023, on est passé à 3,5% en 2024, mais il faut dire que le remède, c'est un remède de cheval, et que la dette publique est passée de 155 à 135% du PIB. Il faut dire que le niveau était très élevé, très très élevé. Alors il y a des mais quand même, hein.
Le mais, c'est que la croissance reste faible. 0,8. Vous avez vu que le gouverneur de la Banque de France nous a annoncé hier qu'en France, il serait de 0,7 cette année. Donc il n'y a pas grande différence, mais il y a une image qu'on utilise beaucoup pour parler de la croissance en Italie. C'est ce que les météorologues appellent la température réelle et la température perçue. Alors quand vous dites température perçue, si à force de vous dire en Italie il fait bon, la température est bonne, il fait chaud, vous finissez par le croire. Non, en réalité, la température elle a juste plus 0,8, c'est tout. Mais vous finissez par croire qu'on peut se promener avec un chemisier d'été et tout va bien. Un pouvoir d'achat en réalité qui stagne, même pour pas mal de catégories qui est en baisse. Un nombre croissant de travailleurs pauvres. Et puis sur le plus long terme, des problèmes sérieux, c'est que la productivité ne s'améliore pas. Les déséquilibres nord-sud, vous les avez vus sur la carte. Et puis les ambiguïtés au sein du gouvernement qui persistent. Salvini, qui est le numéro 2 du gouvernement, a été une réception de l'ambassadeur de Russie à Rome, où celui-ci a commencé à dire, parce qu'il y avait une mission en Estonie où avaient participé des chasseurs italiens et des chasseurs français, que les Italiens étaient devenus les ennemis de la Russie, moyennant quoi Salvini avait toujours son t-shirt « J'aime Poutine ». Ça fait un peu tâche, Bon, mais il n'empêche qu'on ne l'a pas viré du gouvernement pour autant. Mais la question qui demeure et la plus grave, c'est l'effondrement démographique, mais là qui est un problème de long terme. Regardez, ça c'est un pays qui va où? Alors, il y avait une étude avec une équipe très importante de très brillants chercheurs qui travaillaient sur les politiques structurelles dans différents pays européens, et notamment des comparaisons France-Italie, dont une chercheuse que j'appréciais énormément, qui travaillait là-dessus. Et malheureusement, cette fille que j'aimais beaucoup, elle était au Bataclan. Voilà. Merci. Libéral, quoi que j'ai pu montrer qui puisse paraître positif, les tendances illibérales, elles demeurent. Elles demeurent concernant la presse, et notamment la RAI, la télévision italienne. Il y a beaucoup de gens qui ont été virés. Il y a eu des tentatives d'expulsion d'étrangers, mais qui n'ont pas été bien loin. On en a une trentaine en tout et pour tout, et vous savez pourquoi? Parce que c'est les juges qui se sont mis à refuser ces expulsions. Et puis, il y a une lutte institutionnelle sévère avec le président, notamment à propos du décret du 31 mai 2025, tout récent. C'est un décret où la Giorgia Meloni voulait considérer comme délit toute manifestation qui se traduisait par un blocage d'une rue en Italie. Ce serait cru en Hongrie. Et puis une proximité avec des leaders de plus en plus conservateurs. Le point très positif, c'est la grande et belle figure du président italien Sergio Mattarella, qui a jusqu'à maintenant, c'est pour ça que le titre marque le rempart parce qu'il a réussi à éviter les dérives illibérales les plus graves, et que c'est un grand homme et il a un avantage énorme, c'est qu'en Italie, son taux de popularité, ça devrait rendre jaloux beaucoup de présidents. Vous savez à quel niveau il est? Il est à plus de 70% d'opinion favorable. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.